Bonjour à tous, je suis Gabriel Paré, fondateur de Monnaie Liberté. Vous me voyez pour la première fois déguisé, c'est sur recommandation d'un ami que je salue. C'est ma façon d'ajouter un peu d'humain dans ces périodes remplies d'intelligence artificielle et ça va me permettre aussi un échange plus direct et plus agréable, je l'espère, avec pour la première interview de la chaîne, mon premier invité, Thomas Charbonnel, qui est mineur de Bitcoin. Thomas, comment vas-tu? Bonjour Gabriel, déjà, ça va très bien. Je suis ravi d'être présent dans ton émission, aujourd'hui et pour la première, c'est un grand honneur pour moi donc voilà, tout va super. Merci beaucoup. Donc, le but de cette émission, c'est que même des débutants complets, à la fin, aient compris d'où vient le minage, quel est ton métier, quel est ce nouveau métier qui aujourd'hui remplit, on le verra, plein de métiers en lui-même, c'est-à-dire logisticien, informaticien, ingénieur, électricien. On va un peu faire le tour et notamment débunker pas mal d'idées sur l'énergie et Bitcoin, qui a très mauvaise presse actuellement. Donc, on va faire le tour. Mais avant, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors du coup, je suis Thomas Charbonnel, je suis originaire de Bordeaux, j'ai un parcours assez atypique pour en être arrivé ici. Alors je ne sais pas si ça vaut la peine de développer dans tout Si, ça, si, mais j'ai partage ce que tu as envie de plusieurs cordes à partager. mon arc. OK, bah, donc j'ai je suis rentré dans la vie active très tôt, à 15 ans. J'étais compagnon du devoir, donc tapissier décorateur, donc bien loin des containers de mining et des machines de calcul sur lesquelles je travaille aujourd'hui. J'ai repris un atelier quand j'avais, une vingtaine d'années. 1re expérience entrepreneuriale qui s'est pas super bien passée, mais qui était une expérience quand même. Suite à ça, ma grande passion, bah, c'est la musique. Donc, j'ai repris des études pour être ingénieur du son. Donc, j'ai travaillé dans le monde du spectacle, donc que ça soit sonorisation live ou en studio d'enregistrement, accompagner des artistes aussi pour le développement. Enfin, voilà, mais bon, ça a été une période un peu compliquée, on va dire, pour vivre. Donc, voilà, c'était une vie un peu bohème, hein. J'ai beaucoup profité, je me suis beaucoup amusé, j'ai fait de rencontres exceptionnelles, mais bon, j'arrivais pas à joindre le debout. Et en fait, depuis enfant, je suis passionné par l'informatique, par les innovations, les transformations numériques, j'ai toujours appris en autodidacte, en fait, et donc je me suis pris de passion en 2012 pour Bitcoin. Donc très tôt, hein, Euh, sachant que ouais, très tout tôt à dans fait, tout l'histoire à de fait. Bitcoin. À ce moment-là, en fait, je me posais déjà beaucoup de questions sur notre société, sur la philosophie qu'il y a autour de la monnaie, sur la confiance envers la monnaie. Pourquoi un euro vaut un euro? Pourquoi c'est indexé comme ça? Qu'est-ce qui fait vraiment la valeur? Et donc, à cette période-là, en Angleterre, je rencontre un gars dans un festival, Sam Chollet, d'ailleurs, que je salue, qui me parle de tout ça. Et puis pour moi, c'est un alien, quoi. Je comprends pas grand-chose de ce qu'il me raconte. On note sur un coin de bouts de papier, de coins de nappe de table, des adresses de sites. Il me note même son adresse de BTC. Enfin, il me donne des adresses sur Tor, tout ça. Je note. Le festival se passe, je rentre en France et puis en faisant mes affaires, hop, je retombe sur ce papier. Je fais ah oui, c'est vrai, on a discuté de tout ça. Et donc je commence un petit peu à me renseigner. Et en fait, ça fait complètement sens avec bah, le sujet économie, monnaie, sociétale, etc. auquel je me posais comme question. À ce moment-là, j'étais en train de lire le bouquin de Friedrich Hayek, La libre concurrence des monnaies. Et en fait, quand Mmh. je me renseigne un peu sur le sujet, que je découvre Bitcoin, que je lis le livre blanc, je me fais, mais les astres se sont alignés, c'est pas possible, ça correspond en tout point avec ce que je suis en train de lire et avec une grande partie de mon idéologie. Et donc, voilà, je commence à mettre un premier ordinateur pour faire du minage, justement, donc mettre ma Donc puissance de calcul à disposition d'un réseau. tu Donc, commences, à titre tu commences à je titre commence. individuel? Ouais, ouais, à titre expérimental même, hein. Donc, à ce moment-là, Bitcoin, c'était déjà compliqué, d'en obtenir, une certaine quantité avec le minage, par ordinateur. Donc je m'intéresse à des monnaies peut-être un peu plus rentables à l'époque, hein. Donc il y avait le Litecoin, le Dogecoin, le Blackcoin, le Vercoin, enfin et pléthore Alors d'autres justement, cryptos, qui aujourd'hui n'existent plus. Oui. je vais en profiter pour faire un petit rappel sur quel est ton métier, notamment quel était le départ, du minage? Parce qu'aujourd'hui, ça te paraît évident, mais moi je souhaite essayer de continuer la conversion ou l'adoption, de masse et m'adresser également à des gens qui débuteraient complètement. Et donc pour rappel, le réseau Bitcoin est un réseau de paiement qui en lui-même contient une pièce et on peut le comparer assez facilement à un livre de compte. Comme dans tout livre de compte, se pose la question de l'écriture comptable et donc cette écriture comptable est confiée à ces fameux mineurs. Maintenant, pour
intéresser les gens à au départ, hein, on c'est bien des logiciels qui tournent sur l'ordinateur et ces ordinateurs, il faut bien de l'électricité. Donc il y a une dépense d'électricité pour faire tourner ces logiciels et donc ce système de paiement. Pour, donner Tout à envie fait. et intéresser les gens initialement, donc comme Thomas qui était, entre guillemets «simple particulier» au départ, à le faire, le réseau récompensait par ce qu'on appelle l'inflation du protocole. Il donnait 50 bitcoins toutes les 10 minutes en moyenne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le réseau a été donc lancé en 2009 et en 2009, il n'y avait pas de prix de marché. Donc les premiers croyants ou en tout cas les premiers adopteurs, le faisaient en fait par idéologie, par conviction profonde. Une fois que le marché est arrivé à donner un prix, forcément on peut faire un calcul de ratio de rentabilité et ça a amené beaucoup de monde. Les créateurs de Bitcoin avaient anticipé avec ce qu'on appelle la difficulté. C'est-à-dire que plus de mineurs, plus de gens se connectent pour essayer de récupérer ces fameuses récompenses, plus la difficulté de calcul, pour faire fonctionner ces logiciels, augmente. Et c'est ce qui fait qu'en moyenne, toutes les 10 minutes, il y a toujours un bloc et toutes les 10 minutes, il y a des récompenses que reçoivent les mineurs. Aujourd'hui, il y a eu 3 halvings. Alors un halving, c'est quand cette fameuse récompense est divisée par 2, et donc toutes les 10 minutes, 6,25 bitcoins sont reçus par les mineurs, mais qui ne sont plus, comme tu l'as rappelé aujourd'hui, des mineurs particuliers. Donc toi, à l'époque, tu es chez toi, tu as ton ordinateur. Comment fais-tu, tourner, ce logiciel Bitcoin à cette époque-là? Alors, comme je te disais, j'ai pas miné de bitcoin pour commencer, j'ai miné que Pardon. sur des petites monnaies puisque mon ordinateur n'était pas suffisamment performant pour pouvoir me permettre de miner sur le bitcoin. Déjà en Déjà en 2012, 2012. 2000 ouais, déjà 2012-2013, c'était déjà, moins faisable avec le juste un CPU. Alors on pouvait acheter de la puissance, graphique, enfin des cartes graphiques, des GPU pour le faire, mais à ce moment-là, il y avait aussi des boîtes qui développaient des ASIC, notamment Butterfly Lab, KNC Miner, et donc moi j'étais focus sur des monnaies qui avaient un plus gros rendement, à ce moment-là. Donc voilà, c'était principalement sur du script mining, donc qui est l'algorithme, et donc j'ai acheté mes premiers ASIC en 2013. Donc à l'époque, les puces étaient gravées en 57 nanomètres ou 55 nanomètres, je ne sais plus. Enfin, aujourd'hui, on a des puces qui sont en 5 nanomètres, 4 nanomètres, et là, certains constructeurs comme ceux qui font les Snapdragon, enfin les processeurs de téléphone commencent la gravure là en 3 nanomètres. Donc pour donner une idée, voilà, c'est juste l'efficience et les couches en fait de conducteurs qu'on va pouvoir mettre pour pouvoir rendre la machine plus performante, les puces plus performantes et moins consommatrices en énergie. Donc voilà, à ce moment-là, moi, je commence directement, après avoir essayé pendant quelques mois avec mon ordinateur, Mmh. à me mettre à acheter des ASIC. Et ce qui a déclenché en fait tout ça chez moi, c'est la matérialisation de ce que faisait mon ordinateur. Donc tout ce dont on a parlé, tout ce que tu as super bien expliqué, s'appelle la proof of work, POW, donc la preuve de travail. Et en ayant miné donc ces petites monnaies, le Dogecoin, le Litecoin ou d'autres, il y avait un truc qui proposait d'avoir une pièce commémorative avec une tête de Shiba Inu, donc qui est le logo, le même de Dogecoin. Et je reçois cette pièce en me disant, ça a pris quand même un mois, et je commençais à me dire, bon, c'est bon, je me suis fait avoir, tant pis, bon. Et en fait, quand j'ai reçu vraiment cette pièce commémorative avec un chiffre marqué dessus qui correspond à la valeur de la pièce. J'avais un petit call de wallet, donc un portefeuille en papier avec ma clé privée, ma clé publique dessus, et il y avait vraiment l'argent qui correspondait à la pièce dessus. Donc j'ai trouvé ça juste extraordinaire que je le reçoive, et c'est là que je me suis vraiment pris de passion pour tout ça. Voilà, bon, j'étais déjà à fond dans la technique pour comprendre comment ça fonctionne, mais là, ça a eu encore plus de sens et je me suis dit, voilà, voilà, je vais le faire à fond, quoi. Et autour de moi, bah, j'avais tout le monde qui était en train de se foutre un petit peu de moi, même ma famille me disait, ouais, tu vas perdre tout ton argent, c'est virtuel, ça a aucune valeur. Mais au final, aujourd'hui, bon, j'ai raison de continuer à en croire en tout ça. Et je voyais déjà qu'il y avait une espèce de révolution technologique et sociétale qui pouvait être mise en place grâce à ce genre de protocole. Les Donc les voilà. les gens Voilà d'où vient la les passion, je d'où vient le minage, l'origine, celle-ci. les gens confondent souvent le virtuel et le digital. Tout ce qui est digital n'est pas Surtout en nécessairement virtuel. 2016. Toi, aujourd'hui, Thomas, tu as plusieurs sociétés, tu es associé, dans l'une ou plusieurs d'entre elles. Est-ce que tu peux nous expliquer, lesquelles? Oui.
Alors du coup, tout a commencé, le côté entrepreneurial et se professionnaliser là-dedans puisque bon, après, le minage, avec les ASIC, j'ai participé à Genesis, hein, dans le bloc numéro 0. J'ai acheté à ce moment-là des cartes graphiques et puis je me suis parce qu'il y a eu une période de creux où j'ai arrêté, j'avais revendu certains ASIC et je me suis remis donc à miner, de l'Ethereum à ce moment-là. Bref, parenthèse faite sur ça, j'ai rencontré Adrien, donc mon associé dans ma première société qui s'appelle Gwensas. Voilà, de passer de mon appartement avec toutes mes cartes graphiques à un hangar qu'on avait loué à Pau en France, voilà, il fallait se professionnaliser, passer à la vitesse supérieure et donc ça s'est présenté comme une évidence de rentrer dans la société avec Adrien. Donc cette société a pour vocation de proposer une solution clé en main d'offres de minage et d'hébergement, parce qu'une machine, bah, c'est très énergivore, ça fait beaucoup de bruit, il y a besoin d'entretien, ça produit beaucoup de chaleur aussi, donc il faut avoir une pièce exprès pour la mettre. Et voilà. Et donc avec le prix du kilowattheure en France, c'est vrai que c'est pas très avantageux. Donc suite à l'aventure de Pau, donc on est en 2018, le marché bah, se casse la figure. Et là, on se rend compte que ça nous coûte plus cher de garder nos machines branchées par rapport à ce qu'on gagne en fait. Donc on paye plus cher d'électricité que ce que ça nous rapporte. Donc pour rester dans la course, voilà, pour rester dans la course, ce qui est évident, c'est de trouver une énergie bon marché. Et donc c'est à ce moment-là qu'on décide de délocaliser nos machines en Sibérie, à Irkoutsk. Enfin, après, je vais revenir sur toute l'aventure hein, de la société, mais en gros, pour répondre à ta question simplement, oui, j'ai deux sociétés. Donc il y a Gwensas qui vend des machines, qui propose une solution clé en main à qui souhaite Pour les devenir mineur, particuliers, donc de produire ses bitcoins plutôt que de les acheter sur le marché. Voilà, pour les particuliers, les professionnels, on a de tout comme clients. On a des entreprises, on a d'accord. des particuliers, ça peut être le boucher du coin comme, la multinationale d'à côté qui souhaite diversifier, enfin, on a de tout. Et à côté de ça, donc on a fait, la connaissance, quand il a fallu délocaliser, de Sébastien Gouspillou et Jean-François Augusti, qui eux ont la société Big Block, donc ils font exactement, la même chose, vente de machines, solutions d'hébergement. Et donc on a décidé de s'associer en créant BBGS, pour créer les fermes de minage, embaucher le personnel, contractualiser avec les compagnies d'électricité locales et éventuellement les ministères de l'énergie. Et donc voilà, du coup, les deux sociétés principales avec lesquelles on œuvre sont Gwensas pour la vente et l'hébergement de machines pour qui souhaitent devenir mineurs et BBGS qui justement s'occupe des infrastructures, du personnel, de tout l'opérationnel, on va dire. Super. On va donc pouvoir aborder le grand chapitre Bitcoin et énergie. Comme on l'a expliqué au début, des humains, aujourd'hui des entreprises entières, on va dire que c'est même une industrie, cherchent l'énergie la moins chère possible car ce coût d'énergie va dépendre la rentabilité en fonction donc des fameuses récompenses reçues pour ce service rendu au réseau, au protocole Bitcoin. Ce que je veux aborder aujourd'hui, c'est que on a de la chance, tu es actuellement au Congo, dans le parc des Virunga, dans une de vos fermes de minage, en train d'agrandir ses capacités. Et cette histoire illustre parfaitement comment ce nouveau métier qui est le minage de Bitcoin peut servir non seulement l'écologie, alors qu'il y a de nombreux poncifs pour, mais en plus rend service donc aux animaux, à la faune, mais également aux humains qui, dans de nombreux endroits sur la planète, n'ont pas accès à l'énergie. Peux-tu nous raconter cette histoire qui illustre parfaitement euh, un des bienfaits de Bitcoin et du minage de Bitcoin? Ouais, oui, oui, bah, alors du coup, pour survoler, l'histoire dans les grandes lignes, hein, le parc des Virunga, donc le conservateur est Emmanuel de Mérode. Donc ce monsieur est là pour protéger donc les dernières espèces des gorilles, des montagnes à dos argenté. Parce qu'en fait, la problématique, elle est telle que la population, aujourd'hui, la seule source d'énergie, qu'ils ont et qu'ils connaissent, c'est le charbon de bois. Pour faire du charbon de bois, beh, on brûle des hectares de forêt et on récupère ce bois brûlé pour pouvoir vendre et faire du charbon, donc après faire la cuisine ou se chauffer ou autre. Le problème, c'est que les gens ne replantent pas derrière et donc plus le temps passe et plus le territoire de l'habitat des gorilles s'amoindrit. Donc l'idée, ça a été de construire des centrales hydroélectriques pour amener une nouvelle source d'énergie à ces populations qui n'ont connu rien d'autre jusqu'à présent que le charbon. Euh, donc, une fois que la centrale est sortie de terre et qu'elle peut produire de l'énergie, il faut développer un réseau. Il faut tirer des lignes, du câble, des Ce poteaux, qui du est, béton pour acheminer je l'énergie veux jusqu'à ces personnes. Et le voilà, problème qu'il y a juste, eu avec. juste bien mettre en lumière.
effectivement que fabriquer la centrale parce que là, on va rentrer dans un peu vie ma vie de producteur d'électricité. Heu, Déjà, il y a un premier coût d'investissement, il y a un premier investissement pour fabriquer la centrale hydroélectrique et ce qui n'est pas évident pour, on va dire en Europe où les réseaux sont déjà bâtis, sont efficients, c'est que là, ici en Afrique, les réseaux n'existent tout simplement pas et alors que nous avons une centrale qui produit de l'électricité, il n'y a pas les réseaux pour les vendre et profiter de cette électricité et c'est là, si, je ne me trompe pas, que le minage de Bitcoin sert de béquille économique, heu, pour apporter une rente à ces producteurs d'électricité qui vont leur permettre de développer le réseau pour l'apporter notamment aux populations. Tout à fait. Et donc du coup, Emmanuel de Mérode a eu des subventions donc pour, construire cette centrale hydroélectrique. Le problème, c'est qu'il faut donc tirer des lignes, donc du câble, des poteaux, du béton et ici, les villages sont très excentrés les uns des autres, contrairement à chez nous en Europe où on peut avoir, voilà, juste des lignes à quelques kilomètres. Si on manque d'électricité en France, on rachète de l'énergie en Espagne, en Belgique, en Allemagne ou ailleurs. Enfin, voilà, ici, ça n'existe pas. On est complètement isolé, loin de tout réseau, qui peut voilà, qui peut permettre de consommer ou alors de faire des échanges d'énergie, pour vendre nos surcapacités. Hem, Là, dans ce cas de figure, la centrale était sortie de terre, mais ils n'avaient plus d'argent, en gros, pour, développer le réseau ou du moins, enfin, nous, on a été vraiment un accélérateur, en gros, pour ce développement. Parce qu'il y aurait eu des fonds au fur et à mesure, mais le développement se serait fait peut-être 3, 4 fois plus lentement qu'en Bien sûr. ayant directement au pied de la centrale un consommateur qui ramène une manne financière conséquente pour aider le parc à se développer. Donc en fait, on s'est trouvé dans un cercle vertueux. En plus de ça, à participer à une cause qui, je pense, est très très noble, de pouvoir sauvegarder la faune, la flore ici, et donc voilà, nous, on s'inscrit, donc on est un des rouages de toute cette cause, en fait, en installant nos propres conteneurs de mining au pied de cette centrale hydroélectrique. Et donc là, il y a une ligne, donc ça fait, je crois, un peu plus d'un an qu'elle est en service, la ligne Moussassa, où ça a amené l'énergie à un gros village qui se trouve à côté, qui s'appelle Boutembo. Et donc, du coup, bah, les gens voilà, commencent à consommer petit à petit. Il y a des entreprises qui viennent s'installer pour consommer un peu plus. Et voilà, l'idée aussi derrière d'être, parce qu'on on officie dans des containers de mining en fait. On réutilise des containers maritimes dernier voyage, des 40 pieds iCube, dans lesquels on met entre 352 et 500 machines, ça dépend des containers, et des machines surtout, pardon. Et la solution est mobile, c'est-à-dire qu'à terme, d'ici 10, 15, 20 ans, nous, on espère que la population va consommer l'intégralité de l'énergie produite par cette centrale. Et le fait qu'on soit installé dans des containers permet de mettre ça donc sur porte-charge et partir ailleurs sur les nouvelles centrales qui sont en train d'être développées. Puisque dans ce projet de développement du parc, de nouvelles centrales là sont en train d'être construites justement. Et donc nous, l'idée c'est d'être mobile et de pouvoir consommer là où l'énergie est excédentaire ou alors où l'énergie est produite et pas consommée quoi. Enfin, Oui, surtout donc que je précise pour les gens, vous n'êtes pas en concurrence avec la population, car le producteur d'électricité, encore une fois, vendra un peu plus cher son électricité aux particuliers, qui vous la vendra à vous. Donc il n'a pas intérêt à garder les conteneurs de minage, mais plutôt, voilà, à s'en servir comme béquille économique, le temps de se mmh développer, de développer les réseaux pour rendre service aux populations. Est-ce que tu as vu, mh. hem, le 1er allumage dans le village que vous avez alimenté, par l'électricité? Est-ce que tu étais Oui, oui, parce présent? que alors, j'étais pas présent pour le premier allumage puisque moi je fais souvent des allers-retours entre la France et ici. Faut dire que je passe à peu près, un peu plus de 6 mois dans l'année ici, mais toujours espacé de 2 mois ici, 1 mois en France, 3 mois ici, 2 mois en France. C'est voilà, je jongle comme ça. Donc non, lors de l'inauguration de cette ligne, j'étais pas là, mais en revanche, c'est un village, que je traverse quand je prends, bah, l'avion local ou autre. Donc oui, en effet, j'ai bien vu les installations. Les personnes avec qui je suis m'ont bien fait la présentation de toutes les lignes, les visites, etc. Et donc, moi, je trouve ça phénoménal qu'ils aient développé ça. Et dernièrement, ils ont même amélioré donc, toutes ces lignes qu'ils ont tirées pour tirer de la fibre dessus. Donc, en D'accord. prévision de l'avenir pour pouvoir mettre Internet, etc. Donc, voilà, il y a toute une logique derrière et ça ne s'arrête pas juste à la consommation d'énergie. On parle Ça vraiment de développement durable économique, pur. Quoi. social et Ouais. économique, tout Et d'être simplement acteur dans tout et ça, c'est vraiment, bah, c'est une belle c fierté. exactement, exactement. On est ici pour mettre en lumière, voilà, le côté positif et les impacts inattendus de cette nouvelle activité. Donc pour refaire un petit rappel, du point de vue du producteur, d'énergie,
il faut être conscient que dans le monde, il existe beaucoup de surcapacité. Car pour reprendre un exemple, du barrage hydroélectrique, il ne s'arrête pas, pardon, de fabriquer ou de produire de l'électricité, quelles que soient les heures creuses, les heures pleines et ça n'est pas toujours en adéquation. L'offre d'électricité que le producteur d'électricité crée n'est pas toujours en adéquation dans le monde, hein, je ne parle pas en France ou en Europe, avec la demande. Et donc l'exemple du Congo, est un exemple, mais il y a d'autres exemples qui servent la cause écologique et je crois que notamment vous minez également, en utilisant ce qu'on appelle le gaz de flaring, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu pourrais expliquer cette autre application qui a encore des conséquences, positives pour l'environnement? Ouais. Alors pour faire simple, aujourd'hui, les sites d'extraction pétrolière, fonctionnent comme ça. En fait, ils creusent le sol, et avant d'arriver aux grosses poches de pétrole, il y a des poches de méthane, en fait, qu'il faut percer et le seul traitement aujourd'hui, la meilleure façon que l'humain, a trouvé de traiter le méthane, c'est de le brûler. Donc quand on parle de sites d'extraction pétrolière, je ne sais pas si ça parlera à certains, mais on voit souvent cette grande torchère là avec cette flamme au-dessus. Quand il y a du vent ou des tempêtes ou autre, même dans la journée, il y a des moments où, tout n'est pas, tout ne rentre pas en combustion. Il y a peut-être 30-40% du méthane qui s'échappe en fait dans l'atmosphère et on le sait, il n'y a pas plus polluant pour la couche d'ozone que le méthane. L'idée derrière, donc une fois que la problématique, c'est celle-ci qui est posée, parce que pour moi c'est une problématique, c'était de trouver comment utiliser donc ce gaz, donc le canaliser, le nettoyer, l'envoyer à un débit constant dans une génératrice qui fonctionne au gaz, donc comme un groupe électrogène. Donc ce qui en ressort, c'est du dioxyde de carbone quoi, par la combustion, ce qui reste quand même un peu moins dégueulasse, hein, si je puis dire, que le méthane. Et donc du coup, derrière, mettre des containers de mining, puisque, encore une fois, ces sites d'extraction pétrolière sont très reculés en général, et donc tirer des lignes pour utiliser cette énergie pour les populations, ça serait une hérésie en termes financiers. Donc l'idée, c'est de mettre ces génératrices et derrière, mettre nos containers de mining pour valoriser cette énergie tout en décarbonant la planète grâce au mining de Bitcoin. Voilà l'idée. C'est ce que je voulais voilà, c'est bien que tu le précises. Les producteurs là, on va dire de pétrole, ne font pas ça par bonté, ils ont un intérêt économique à être plus vertueux et en plus, Mhm. ça sert le réseau Bitcoin. Et ça leur sert quand même aussi en termes de business, puisque au niveau de la taxe carbone qu'ils ont, ça leur permet d'avoir des crédits carbone justement grâce à ça aussi. Donc bon, tout le monde y trouve un peu son intérêt quelque part. Et Nous, en termes de écologiques, façon et parce qu'on peut miner du Bitcoin, et eux, parce qu'ils peuvent aussi récupérer quelque chose en décarbonant leur site d'extraction. dans les critiques, sur le minage, il y a donc là on parle des minages sur des sites dits green. Il existe aussi des sites, dits carbonés. Est-ce que tu as une idée du pourcentage au niveau mondial de la répartition entre les mineurs qui sont branchés sur des énergies dites renouvelables ou green, comparés, à ceux qui seraient branchés sur des énergies, dites fossiles? Mmh. Écoute, je m'aventurer dans ce genre de sujet et donner des chiffres alors que les données qu'on récolte, elles sont pas forcément évidentes, surtout que le métier de mineur de Bitcoin est quelque chose d'assez confidentiel. Donc en général, les gens qui minent, sur du charbon ou alors sur du gaz de schiste, enfin, ou d'autres énergies polluantes, même du pétrole, hein, il y en a qui minent avec des groupes électrogènes, hein, ça s'est vu vers Dubaï ou autre. Très difficile de quantifier tout ça. En tout cas, ce qu'en mesure des événements qui se passent autour de la crypto-monnaie, de plus en plus de personnes vraiment se posent la question de l'adoption des énergies renouvelables grâce au minage de Bitcoin. Parce que l'idée derrière est plus d'énergies renouvelables vont être utilisées, plus ça va tendre à se développer, puisqu'au final, il y a une demande qui est croissante. Donc, je donnerais comme estimatif, comme ça, peut-être 40-60. Mais encore une fois, mon chiffre, voilà, il se base sur pas grand-chose, hein, juste quelques lectures et quelques rencontres. Donc, voilà, je préfère pas 60 m'aventurer à donner des pour le côté green. 60% de green, je dirais, et 40% de carboné, je dirais. Et C'est peut-être moins que ça, peut-être plus que ça, voilà. Après, comme je le dis, à prendre avec des pincettes. Moi, c'est juste un estimatif. Voilà, peut-être que de grands bureaux d'études, qui font des non, grandes non, recherches sur l'analyse de données pourront sortir des vrais chiffres, mais bon, moi, je dirais à peu près ça. Et peut-être et c en tout cas, ce que je suis sûr, c'est que ça tend de plus en plus à aller vers de l'énergie renouvelable, puisque les producteurs d'énergie renouvelable recherchent des personnes qui peuvent consommer les excédents. Et jusqu'à présent, beaucoup de poncifs écologistes disent qu'on pourrait faire autre chose de cette énergie. À mon sens, on n'a pas trouvé encore d'autres méthodes. Nous, on l'a trouvé en revanche, et c'est efficace.
ça fonctionne puisqu'on continue, on est toujours là et on développe de plus en plus. Donc, voilà, je pense que C'est la ça question, marche bien. que je m'apprêtais à te poser, c'est-à-dire la tendance. Admettons qu'on soit même à 50-50, a priori, c'est censé évoluer davantage vers les énergies green parce que encore une fois, les mineurs ont intérêt, car ils sont tous en compétition et ils cherchent tous l'énergie la moins chère et il n'y a pas d'énergie moins chère qu'une énergie qui serait non utilisée si vous n'étiez pas là et on en revient à des barrages qui n'ont pas de réseau, à des barrages qui ont des réseaux, mais qui n'ont plus, de population. Je sais notamment que, par exemple, en Sibérie, enfin, en Russie, l'URSS avait développé de nombreuses infrastructures qui aujourd'hui ne nourrissent plus de population et donc sont en extra capacité et le minage de bitcoin permet notamment d'entretenir, tu me dis, hein, si je me trompe, mais ça permet de encore une fois fournir une rente qui permet d'entretenir ces structures qui peuvent Non, être c'est gigantesques. juste. C'est très juste ce que tu dis et pour faire un petit parallèle aussi pour donner, hem, une meilleure idée de comment, en fait, on a eu cette idée et comment on s'est substitué à des principes techniques qui existaient déjà et qui fonctionnent comme ça aujourd'hui. Une centrale hydroélectrique, donc que ça soit un barrage, que ça soit une centrale au fil de l'eau comme on a ici, dans le parc des Virunga. Quand la population, par exemple, la nuit, tout le monde va se coucher, donc il y a un pic, il y a un pic de bas au niveau de la charge. La centrale, elle, en fait, c'est du matériel qui est en perpétuel mouvement, c'est toute une mécanique, en fait, et qui peut pas être arrêtée comme ça, en fait. Ça userait énormément le matériel, donc historiquement, les centrales ont généralement derrière branché, ce qu'on appelle un banc de charge. Donc un banc de charge, c'est comme un énorme radiateur, comme un gros conteneur rempli de résistance, en fait, et quand la nuit, les gens se couchent, ne consomment pas, eh bien, on continue de faire tourner la centrale au même régime que la journée, mais cette baisse de consommation est épongée par le banc de charge. Le banc de charge ne produit rien d'autre que de la chaleur et ça a un prix qui est exorbitant. Nous, en fait, en venant avec nos containers de mining, on se substitue au banc de charge. On peut avoir exactement la même fonction. On est flexible sur l'allumage, sur l'arrêt éventuel de nos machines, mais derrière, on produit de la valeur. En plus de la chaleur, c'est vrai. Mais on viendra plus tard aussi pour l'usage de la chaleur. J'ai un petit projet qui est un peu sympathique à expliquer. On On y on viendra plus on tard. on conclura là-dessus car c'est des projets pleins Ça marche. de bonnes nouvelles et une super idée que tu as eue. Juste avant, je voudrais vraiment qu'on fasse le tour, de toutes ces questions, énergétiques. Je profite de tes connaissances car, comme je le disais, aujourd'hui tu connais le métier de producteur d'électricité. Tu connais ce métier-là, c'est les contraintes, qu'ils ont et les particuliers, je suis pas un particulier, avant de m'int on ne s'intéresse pas à ces sujets, quand on n'est pas confronté à ces problématiques, c'est difficile de faire la part des choses. Je vais poser exprès des questions naïves pour gentiment, mettre à plat les idées que l'on pourrait avoir ou qui peuvent être sorties, comme ça du chapeau. Cette énergie, donc tu nous as expliqué, il y avait le banc de charge, pourquoi ils ne l'émettent pas dans des batteries? Pourquoi ne les mettent-ils pas dans des batteries qu'ils déplaceraient? Encore une fois, c'est des questions naïves, mais je veux essayer d'aller au bout, heu, des contre-arguments, même si Alors, c'est des contre-arguments un peu fallacieux. ouais, bien sûr. Bah, du coup, les batteries, c'est un coût qui est exorbitant, hein. On est au-delà du prix d'un banc de charge, hein, donc du coup, bah, c'est colossal pour, les producteurs d'investir dans une manière de stocker leur énergie. Je pense qu'en termes de rentabilité, ils y trouveraient pas vraiment leur intérêt. D'autant plus que quand bon, là, je reparle encore un petit peu de ce projet ici au Virunga pour donner Bien sûr, l'exemple, bien sûr. on est quand même dans une démarche green, d'utiliser des batteries. Il y a rien de green. La fabrication de batteries, c'est extrêmement polluant. C'est extrêmement coûteux, et de plus, enfin, je veux dire, comment on acheminerait par la route encore des batteries qui seraient déplacées, qui pollueraient avec du carburant, tout ça, enfin, c'est un non-sens. En vrai, selon moi, c'est un non-sens, hein, voilà. Merci Thomas. Est-ce que tu peux, nous mettre à jour? On a parlé au tout début un peu de ton métier techniquement, c'est-à-dire que tu utilisais au départ des cartes graphiques. Tu as, miné, tu nous as confié que finalement tu étais un peu shitcoiner dans l'âme, hein? Je te taquine un peu exprès. Avant de revenir et de retrouver la lumière, chez les Bitcoin Maxi. Je je ne suis personnellement pas un maxi, hein, c'est pour ça que j'aime bien rire, de ces duels de chapelle et bref, tu es revenu donc, à Bitcoin. Explique-nous un peu aujourd'hui le matériel que tu utilises. Comment tu ça veut dire quoi installer une ferme de minage, aujourd'hui? Alors installer une ferme de minage, ça veut dire,
Réfléchir à l'implémentation déjà, donc on voit le lieu, on voit le terrain, on imagine comment on va tirer les lignes de la manière la plus optimisée. Ensuite, c'est faire des fondations pour pouvoir mettre en place des containers. C'est réfléchir aussi à la manière dont on va agencer nos containers, c'est-à-dire avec ce qui va l'alimenter derrière. Donc il y a un gros transformateur. Généralement, je ne sais pas si les gens voient, mais dans les lotissements, on a souvent une cabane EDF avec le transformateur à l'intérieur qui distribue l'énergie dans tout un lotissement. Nous, on utilise ce type de transformateur pour juste un container. Donc, un container consomme à peu près 1,2 MW et donc on met donc des transformateurs de 1600 kVA. Du coup, donc on réfléchit à tout ça. Il y a tout ce matériel à mettre en place. Donc, tout un tas d'ingénierie génie civil, on va dire, d'ingénierie électrique. Une fois qu'on a raccordé donc notre container, qu'on a mis en place la ligne moyenne tension, qu'on a raccordé notre transformateur, en parallèle, le container, il faut installer des étagères, il faut tirer des câbles réseau à l'intérieur, puisque bah, il y a besoin de, il a, le container et les machines ont besoin de recevoir leur calcul à partir d'Internet, du réseau Bitcoin. Il y a besoin de mettre en place des armoires électriques avec des disjoncteurs pour mettre des protections en place, des prises pour brancher chacune des machines. Et dans un container, on met entre 352 et 500 machines, ça dépend du type de machine. Donc voilà, ça passe par tout ça. Une fois que ça s'est mis en place, il faut réfléchir aussi à l'opérationnel, c'est-à-dire recruter des personnes sur place, les former à ce nouveau type de technologie, éventuellement créer un atelier de réparation sur place pour permettre une meilleure efficience et donc un process d'arrêt minimisé au maximum. Oui, parce que ce que j'ai pas expliqué par rapport au fonctionnement de mes boîtes, c'est que nous, en fait, on se rémunère uniquement sur le succès des machines des clients. Donc, on prend 15% de frais, ce qui permet de rémunérer le personnel sur place, d'acheter du matériel, de développer et de faire vivre la société, bien évidemment. Mais imaginez 15% d'une machine en panne, bah, c'est zéro. Donc, on a tout intérêt de faire en sorte à ce que tout notre matériel fonctionne le mieux possible et soit le plus efficient pour qu'on soit, nous, le plus rentable possible, en fait. Donc, quand nos clients sont gagnants, on est gagnant, en fait. Donc, c'est quand même, je pense, assez honnête et assez juste comme business model hein, pour tout le monde. Donc, voilà. Donc, pour revenir à la ferme de minage, une fois que tout ça est mis en place, il y a l'humain, donc tout l'opérationnel, les équipes à former. Donc, sur place, on fonctionne comme ça. Nous, on a une équipe atelier électronique, donc vraiment qui font de la micro-soudure. Ils sont formés régulièrement. On travaille avec des Chinois, donc Miner Fixes, ils s'appellent, qui les mettent à jour sur les nouvelles cartes de puissance, sur les nouvelles cartes mères, sur les nouvelles alimentations, pour justement avoir une vraie veille technologique pour être à même de tout réparer, même quand on fait venir du matériel de nouvelle génération. On a l'atelier de maintenance, donc qui sont en permanence dans les containers pour remplacer un ventilateur en panne, pour remplacer une carte de puissance en panne, qui ensuite ira dans l'atelier pour être réparé par nos électroniciens. Et donc, en fait, on fonctionne un peu comme ça. Et on a un bureau central qu'on appelle le bureau de supervision. Donc, on a un grand écran qui nous donne en fait toute la puissance de calcul développée par notre ferme, ainsi que la consommation. Et donc, ça nous donne des indicateurs pour voir l'état de santé de notre parc et voilà, et éventuellement intervenir rapidement, puisqu'on a derrière aussi des outils informatiques donc de ticketing. Donc une machine qui tombe en panne pendant plus de certains temps, elle donne pas de réponse, ou alors elle a pas de hash rate. Hop, ça crée un ticket et automatiquement nos techniciens de maintenance peuvent intervenir automatiquement. Ils reçoivent une notification sur les machines. Donc voilà, il y a tout ça en fait à prendre en compte. Donc il y a de la logistique, il y a de l'ingénierie de terrain, génie civil, on va dire, au niveau de l'électricité, au niveau du système et du réseau. Ah oui, parenthèse aussi que je n'avais pas développé tout à l'heure, mais à la suite de mon métier d'ingé son, me prenant de passion pour le Bitcoin et tout ça, et ayant acquis certaines connaissances, je suis allé me présenter dans des boîtes d'informatique et on m'a un peu rionné parce que je n'étais pas diplômé, mais j'avais les connaissances. Donc, un peu vexé, je me suis dit, ah oui, ça marche comme ça. Donc, j'ai passé un concours pour faire une licence en système et réseau que j'ai eu sans problème. Et voilà, donc j'ai rebondi là-dessus. Et donc, nous, nos gars, voilà, on forme nos gars, on recrute que de la main-d'œuvre locale tout le temps. Quand on a besoin de petites mains pour mettre en place des nouvelles machines, quand on a un lot de 350 machines qui arrivent et qu'il faut enchaîner pour tout mettre en place, pour nettoyer les containers existants, tout ça, on prend comment dire, ah, j'ai oublié le nom. Intérimaire. Bref, des travailleurs temporaires, voilà, des intérimaires, merci. Et donc on fait appel qu'à des gens qui sont dans les villages voisins, qui sont autour. Et généralement, quand ils savent qu'il y a du travail, il y a une rangée de personnes devant le portail qui est là. Et pour la petite anecdote un peu marrante, on a besoin de menuisier, donc qui est menuisier? Donc, tout le monde lève la main. Qui est électricien? Il y a tout le monde qui lève la main. Qui est maçon? Tout le monde lève la main aussi. Bon, ok, vous êtes tous motivés. Je vais prendre Ils sont toi, 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 motivés. toi, toi, allez, venez avec moi. Et c'est souvent comme ça. Mais on s'adapte, quoi. C'est sur le terrain, ça fonctionne comme ça. Donc, voilà. Donc ça prend en compte voilà, tous ces éléments.
comme tu On disais en introduisant, notre entrevue, voilà, ça fait appel à on est beaucoup bien loin de compétences on est bien techniques, ouais. loin du geek, enfermé dans sa chambre, faisant tourner un logiciel avec sa carte graphique. On en est très, très loin et c'est ce que je voulais illustrer. Beh, Je crois que tu l'as parfaitement fait. Heu, Merci Thomas. oui et non, parce que selon ma vision, quand je suis ici, en termes de plaisir et ce que je vis, c'est même pas mon travail, en fait, c'est clairement ma passion et je me vois comme quand j'étais dans mon appartement avec ma trentaine de cartes graphiques, sauf que là, le terrain de jeu, il est 100 fois plus grand que mon appartement et donc tous les jours, c'est un bonheur de me retrouver en bas et d'aller gérer tout ça, quoi. Vraiment, hein, Et c'est tu incroyable. vas au Donc travail à on en est moto, loin, oui. Oui, oui, bah, oui, tout le temps, la moto ici. C'est l'aventure, hein, tous les jours, hein, tu sais, c'est la brousse, hein, donc Donc merci Thomas, on a pu faire, donc le tour, Bitcoin et énergie et bien comprendre ce qu'est aujourd'hui être mineur de Bitcoin et on voit à quel point c'est aujourd'hui une activité, industrielle, en tout cas professionnelle. On a vu, que cette activité avait eu des conséquences inattendues, que je considère positives donc pour l'apport énergétique des aux populations, hein, dans les pays qui n'en ont pas. Il y a également d'autres, activités inattendues. La première à laquelle je pense, c'est par exemple, la chaleur, c'est-à-dire qu'il y a ces machines, lorsqu'on les tourne comme, toutes les machines, elles produisent de la chaleur. Que pouvons-nous faire de cette chaleur, Thomas? justement, ça a été une grande question. Alors en fait, pour la petite histoire, j'ai un ami à moi qui est biologiste, que je salue, hein, Guillaume, Zénonature sur Instagram, qui est très intéressant, à regarder, qui m'a fait découvrir, le cuir de fruits. Donc le cuir de fruits, en fait, c'est, on mixe des fruits, on les met sur un plateau, dans un déshydrateur, 6, 8, 12 heures, ça dépend du fruit, à 45°, 50° pour pas, altérer les nutriments et on en obtient de délicieux bonbons 100 fruits concentrés. Il me fait goûter ça un été et en septembre, je reviens ici travailler dans les containers, et on était en train d'installer une nouvelle baie de brassage avec des nouveaux serveurs et je travaille derrière, là où la chaleur des machines est expulsée. Parce que en gros, une machine, c'est simple, elle a un ventilateur, qui aspire de l'air frais, qui refroidit les cartes de puissance qui sont à l'intérieur. Donc on a 3 cartes de puissance qui sont alignées et derrière, on a un ventilateur pour extraire donc l'air chaud et nous, en fait, dans nos containers, on sépare avec une cloison ce flux d'air froid du flux d'air chaud pour éviter des reflux. Et donc, nos machines restent toujours efficaces. Et donc, je travaille derrière les machines, là où la chaleur est expulsée et c'est atroce, vraiment. Et toutes les 10 minutes, j'ai la tête qui tourne, je suis obligé de sortir de là. Et je me dis, mais dans notre logique, on récupère de l'énergie perdue, excédentaire. Il faut qu'on trouve un truc, putain, c'est de l'énergie calorifique, mais on ne sait pas quoi en faire. Et là, je repense au déshydrateur de Guillaume qui me montre son cure de fruits, tout ça. Je dis, mais on pourrait peut-être essayer de déshydrater des fruits pour voir, je ne sais pas. Donc, on a ici des capteurs de température que je place derrière mes containers, au milieu, un peu plus loin. Et le lendemain, je récolte les données. Et je partage les températures et il me dit, mais écoute, là, ça peut le faire. Avec la friction de l'air, tu te places par là. Ok, go. Je demande à Solange, donc c'est la personne qui s'occupe ici au camp bah, de nous faire à manger, le ménage, tout ça. Solange, est-ce que tu peux me trouver des fruits quoi? Il me dit, ben, j'ai des ananas. Pourquoi pas? Je regarde brièvement sur internet, ils disent que c'est un des fruits un peu compliqués parce qu'il y a beaucoup de sucre, que le temps est aléatoire, tout ça. Bon, pas grave, je mixe tout ça, on met dans un bac en inox. Le lendemain matin, avant d'aller bosser, je fous ça derrière un container et on laisse. Donc le soir, avant de repartir, je m'aperçois que bon, c'est pas tip top. Je laisse jusqu'au lendemain matin. Le lendemain matin, ça avait l'air d'avoir la bonne texture. Je commence à découper des petits bouts de cuir de fruits, justement. J'en fais des petits bonbons carrés. Et là, tac, je fais goûter à mes gars, à tous les gars de mon équipe. Tout le monde, oh, mais c'est excellent, mais vous avez rajouté du miel, vous avez rajouté du sucre, c'est quoi ce goût? Ben non, les gars, c'est 100% fruits, c'est que de l'ananas, c'est juste du concentré. Et donc là, voyant les yeux de tout le monde pétiller, je me suis Pétillant. dit, «Waouh, il y a quelque chose à faire d'extraordinaire». Et donc voilà, même moi j'ai adoré, quoi, c'était top. Et donc je me suis mis en tête de récupérer la chaleur produite par ces machines, puisque mon déshydrateur, il est là, il tourne 24/24 et gratuitement. Donc pourquoi pas sécher des fruits, faire des bonbons, même peut-être proposer aux populations locales d'avoir un petit séchoir communautaire, donc créer une petite association pour qu'ils sèchent leur manioc, leur café, enfin, plein de choses. Donc voilà, il y a tout ça qui est venu en tête. Et donc ça fait à peu près un an. Hein, ouais, c'était ouais, un peu plus, ça fait un peu plus d'un an maintenant. Et donc du coup, voilà, je me suis lancé dans ce projet un peu fou. Donc là, il y a un container en bas, là où il y a toutes mes machines qui attendent d'être découpées. Donc là, on est en train de développer, on est en train de monter 6 nouveaux containers qui vont bientôt être connectés. Donc je suis focus là-dessus. Mais dès que c'est terminé et que OK. ça tourne, je me focus sur la confiserie. Et donc l'idée après, c'est vraiment de faire marcher l'économie locale, d'embaucher toujours dans la même démarche de la main-d'œuvre locale, peut-être acheter une terre à côté pour cultiver nos propres fruits
et voilà, c'est pas un projet qui a vocation, à faire de l'argent en termes de business, hein. C'est vraiment, parce que l'histoire est belle, parce que je sais que ça va aider beaucoup de gens ici. Il y a un marché qui se situe à 50 kilomètres de là où est la à 50 mètres, pardon, de là où est la centrale, qui a lieu le mardi et le vendredi, et sur lequel j'aimerais bien aller démarcher les vendeurs de fruits pour leur dire: «Écoutez, voilà, à la fin du marché, ce que vous avez là, on est d'accord, vous allez peut-être pas le vendre ou vous allez peut-être le jeter parce qu'on le sait, il y a beaucoup de production, mais tout n'est pas consommé. Et bien moi, je viens ici pour consommer justement les fruits qui étaient destinés à être jetés. Donc encore une fois, récupérer quelque chose qui était excédentaire ou perdu, toujours dans cette démarche, voilà. Et donc voilà, je trouve que l'histoire est belle, que ce projet, voilà, ce projet a beaucoup de sens dans toute l'empreinte qu'on a, déjà avec le minage. Et donc voilà, c'est ce que je suis en train de développer ici, actuellement. Et donc là, tu Et j'espère te finalises, faire on va goûter dire, ça très bientôt. bah, avec j'ai hâte, j'ai hâte. Et si j'ai bien compris, donc tu finalises là le processus de production et une fois que ça sera fait, tu vas enclencher développer la distribution. C'est ça, hein? Alors là, je suis sur l'infrastructure d'abord. Je construis le laboratoire. Donc j'ai des plans aussi, techniques parce que j'ai réfléchi à comment canaliser cette chaleur, comment la ramener dans mon container. Au début, mes premiers modèles, en fait, j'utilise des rolls avec des plateaux en inox, hein, dessus, et l'idée, c'était de sortir du container avec le roll, de traverser la cour et d'aller le mettre derrière dans un container. Le problème, c'est qu'en termes d'hygiène, c'est des chemins en terre, tout ça, donc c'est pas super. Donc la nouvelle conception en fait que j'ai, c'est dans le container d'avoir une partie qui soit complètement cloisonnée et isolée, sur laquelle j'ai 3 gros tuyaux en fait qui canalisent l'air chaud qui viennent des containers, et tout ça qui passe sous terre en fait avec des turbines qui me permettent de jauger la puissance d'air chaud dont j'ai besoin ou non. Et à l'intérieur, il y a un capteur de température qui pourra faire ça de manière totalement automatique, un peu comme avec des électrovannes. Dès que la température est atteinte, hop, tu coupes ça. Dès qu'on baisse un peu en température, tu en rouvres juste un ou deux ou trois en fonction de la puissance dont on a besoin. Donc c'est ça que je suis en train de développer ici. Voilà. Donc d'abord l'infrastructure, et puis après toute la mise en place avec le matériel, le processus pour comment est-ce que fonctionne l'atelier de confection. Voilà. Aujourd'hui, je fais des tests, mais on va dire c'est plus pour m'acclimater avec tout ça et pour appréhender un peu comment se comportent certains fruits. Donc dès qu'il y a le marché, mardi et vendredi, ben, j'achète des fruits et ben, je mets dans mes containers et puis je teste. Voilà. Donc là, en parallèle de toute la technique qu'il y a avec la ferme de minage, je mets quand même dans des bacs en inox derrière des containers pour tester et pour apprivoiser entre guillemets les fruits, et voilà, et être au top quand le laboratoire sera là, et un peu voilà, avoir un peu plus d'expérience. Si vous souhaitez contacter Thomas, les liens sont dans la description. N'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo, à claquer le pouce, voire pour les plus motivés, à vous abonner. J'en profite pour le remercier à nouveau du fond du cœur. Reprenons. Cette idée donc voilà est excellente, très hâte de goûter. Maintenant, est-ce que tu peux, nous expliquer comment tu t'es intéressé à Bitcoin? Tu nous as expliqué, rapidement ton cheminement pour le minage, mais pourquoi t'es-tu intéressé à ce réseau, à ce nouvel outil? Alors comme je t'ai expliqué au début, la découverte de Bitcoin est survenue dans ma vie au moment où je m'intéressais à des sujets, d'économie, de société, de valeur de l'argent, d'inflation, déflation, comprendre tous ces mécanismes parce que voilà, c'était assez obscur pour moi et ça m'intéressait, et donc j'ai découvert à cette période-là. Sur le moment, moi, je me suis pris de passion pour l'écosystème en général, surtout la révolution technologique qu'il y avait derrière. Donc bon, certains diront blockchain bullshit ou autre, mais on va dire tous les protocoles inhérents aux différentes cryptos qui étaient développés autour de tout ça. Pour revenir sur Bitcoin, donc faut pas oublier que c'est la monnaie mère de toutes les autres qui en découlent. Euh, et je me suis rendu compte, entre guillemets, que comme quand on a eu la révolution avec la communication, à l'époque, on achetait un timbre pour communiquer avec quelqu'un, ce qui justifiait qu'il y ait le petit facteur sur son vélo, sur sa mobilette ou dans sa camionnette qui amène notre courrier du point A au point B. Autant de communication nous voulions faire, autant de timbres il fallait acheter. Quand Internet est arrivé, on avait simplement besoin de payer sa connexion Internet et le courrier était dématérialisé. Si on voulait envoyer 1000, 2000, 1 million de mails dans la journée, ça nous coûtait la même somme, notre connexion Internet. Mais à cette époque-là, on ne s'attaquait pas à un mastodonte comme les banques, et donc les services postaux, ça ne leur a pas forcément posé beaucoup de tort. D'ailleurs, certains se sont mis à proposer des services bancaires à la suite. La, Dixit, la banque postale. Bref, du coup, je me suis dit qu'aujourd'hui, on avait entre les mains un outil qui était autant révolutionnaire que l'email, par exemple, et qui permettait de transférer de la valeur entre toutes les personnes, sans frontières, sans intermédiaire.
Et aujourd'hui, ça fait énormément sens. Quand on achetait des machines à l'époque, en Chine, juste avec les frais de change, avec les transferts qui passent de telle banque et tel organisme à tel organisme, on se retrouvait vite avec des frais qui allaient jusqu'à 6 à 9 ce qui est complètement aberrant pour juste transférer de la valeur de nous à d'autres personnes qui se trouvent à l'autre côté du globe. Aujourd'hui, bon, c'est réglé, hein, on utilise de l'USDT pour acheter nos machines, ça se fait dans les 10 minutes, c'est payé, pas d'intermédiaire, c'est juste fabuleux en fait. Donc voilà pourquoi je me suis pris de passion pour tout ça. Voilà pourquoi pendant longtemps sur les réseaux, j'ai marqué que j'étais crypto-évangéliste, clairement, parce que je voulais que chaque personne sache que ça existe, qu'il y ait un protocole comme celui-ci qui permet de l'échange de valeurs sans intermédiaire, sans aucun État, sans aucun gouvernement, sans contrôle. Enfin, pour moi, c'est juste ce qui manque en fait aujourd'hui. Parce que le vrai problème qui se pose dans l'argent, c'est la confiance. Et comme il est écrit sur le Bitcoin, the code is law. Le code ne mentira pas. C'est inscrit dans le marbre, on ne pourra pas tricher. Voilà, malheureusement, c'est un fait, l'humain est cupide. Et quand on fait confiance à certains êtres humains, il y en aura toujours qui chercheront à tirer la couverture vers soi au détriment des autres. Bitcoin empêche tout ça. Et je trouve ça vachement plus juste. Voilà ma passion pour Bitcoin. Voilà pourquoi j'œuvre à fond là-dedans. Et que je suis convaincu d'avoir raison. Et plus les années passent, et plus le temps me donne raison. Surtout quand je vois revenir des amis qui me décrédibilisaient totalement, même en soirée, quand j'expliquais à des gens quoi, qui en avaient marre et tout, qui aujourd'hui me recontactent pour devenir des clients, par exemple, ou pour participer au minage en achetant des machines. Ça, c'est une belle victoire. Et je pense que voilà, plus le temps va avancer et plus le temps nous donnera raison à moi et à tous les autres acteurs de l'écosystème. Bien sûr. J'ajouterais juste aussi que l'avantage, c'est que c'est une révolution positive qui se passe par l'adoption et pas forcément par la confrontation, ce qui est assez aussi exceptionnel. Clairement. Merci Thomas, merci pour tout. Merci de m'avoir accordé ton temps pour réaliser cette interview, la 1re de la chaîne. Est-ce que pour conclure, est-ce que tu aurais peut-être soit un conseil, soit ton dicton favori à nous partager? Ouais, beh, tout d'abord, je tiens à te remercier également, pour m'avoir accordé, ce temps de parole. C'est hyper important pour moi de pouvoir partager tout ça et donc, d'avoir, des personnes et amis autour de moi qui me donnent ce temps pour partager, cette vision-là. Je conclurai sur, un dicton que j'aime bien, qui est d'ailleurs affiché, ici dans le réfectoire, à Yvingues où je me trouve: «Chacun mène un combat dont vous ignorez tout, soyez bienveillants toujours». Merci encore. Salut. Merci à toi, à bientôt.